C'est un miracle que dans l'ère Disney de Star Wars, on ait encore des œuvres comme ça. Andor, saison 2, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler et je vais pas vous refaire un résumé du synopsis d'Andor. Ceux qui sont intéressés, j'imagine, vous connaissez un petit peu l'histoire. Juste avant de commencer, un petit rappel, vous avez encore une fois toutes les vidéos disponibles dès à présent sur Spotify. Je vais les rajouter progressivement, mais toutes les nouvelles vidéos seront là-bas. Je vais peut-être rajouter des anciennes vidéos, à voir. Mais voilà, à partir de maintenant, que vous regardez sur YouTube ou Spotify, pour moi ça ne change rien. C'est pareil, vous pouvez regarder ici ou là-bas, voilà, je voulais juste en parler, parce que c'est plus simple pour certaines personnes, j'imagine. Pour ceux qui ne le savent pas, la série Andor est créée par Tony Gilroy. Tony Gilroy, c'est un mec qui est habitué aux œuvres, que ce soit films ou séries, d'espionnage, d'action, et il nous a offert, il y a quelques années déjà que la première saison, la meilleure œuvre Star Wars depuis le rachat de Disney. De une, ça c'est une évidence, mais surtout depuis l'Empire contre-attaque. Depuis 1980, en 45 ans, c'était la meilleure œuvre Star Wars, et j'espère que la saison 2 va répéter ce miracle, cet exploit. Et il faut savoir que c'est de une, l'une des séries Disney les plus chères de la plateforme, mais c'est de loin le projet Disney Star Wars le plus cher de l'histoire, pour le coup avec presque 600 millions de dollars sur l'intégralité des deux saisons. Et oui, il faut savoir que la deuxième saison est la dernière, il n'y en aura que deux, c'est fini. Et normalement, cette saison 2 va s'arrêter juste avant Rogue One. C'est pas un spoil, ça a été annoncé tel quel. Et même si j'ai beaucoup aimé la saison 1, même si j'ai acheté le Steelbook 4K parce que j'adore cette série et la première saison, j'aurais aimé un petit résumé tout de même au début de l'épisode 1 de la saison 2 parce que j'avais oublié quelques éléments, mais c'est pas si grave que ça. J'ai regardé un résumé juste avant de commencer tout de même parce qu'il y a quelques petits détails. Bon, ça fait quelques années quand même que la saison 1 est sortie, donc j'avais encore quelques petits doutes, mais je vous conseille quand même de remater un petit résumé de quelques minutes en ligne si vous n'avez pas le résumé au début de Disney+, de la saison 2. Moi, je l'avais pas pour le coup. Mais ce qui est vraiment bien, et je trouve vraiment fort, c'est que pour une fois, on a du Star Wars, et désolé de vous le dire comme ça, pour adultes. Parce que Star Wars, depuis Disney, bah c'est vraiment pour les gamins. Les adolescents, si vous préférez, il y a des bonnes choses de temps en temps. J'ai moi-même aimé certaines choses, mais grosso modo, pour une fois, j'ai l'impression de voir vraiment ce que George Lucas imaginait avec Star Wars. C'est ça, c'est Andor. Est-ce que cette saison 2 est au niveau ? On va en parler évidemment chaque semaine durant les 3 prochaines semaines aussi. Et ce qui est intéressant et triste, c'est que c'est une série qui est vraiment bien critiquée, que les gens adorent, critiquent, les audiences et tout. Mais ce qui est triste, c'est que il n'y a pas d'autres séries comme ça de prévues pour l'instant. L'avenir de Star Wars, c'est des séries genre Ahsoka saison 2. Excusez-moi de m'inquiéter un peu pour l'avenir quant à des séries comme Andor qui arrivent. Mais est-ce que cette saison 2 est au niveau? On va en parler. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le générique. Évidemment, le générique symbolise l'aube de la rébellion avec presque une éclipse qu'on voit là, mais c'est surtout le début de quelque chose. C'est pas pour rien que la planète ici devient littéralement le symbole de la rébellion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les dates. En effet, maintenant, il y a des dates au début de chaque épisode. On imagine, ou en tout cas au début de chaque 3 épisodes, parce qu'il y aura du coup 3 épisodes chaque semaine jusqu'à la fin. Mais pourquoi est-ce que cette date est importante? C'est qu'en théorie, cette saison aura lieu sur une année à chaque semaine de diffusion. C'est ça qui va être intéressant. Là, on est à 4, on fera 3, 2, et du coup, forcément, Rogue One sera le 0. Donc, hâte de voir comment ils vont intégrer ça, mais la date sera importante, et ça fait bizarre de voir un peu le texte habituel Star Wars. Mais bon, pour une fois que la qualité est au rendez-vous par rapport au texte et genre à la qualité cinématographique des œuvres. Mais en tout cas, voilà, ça va être dans ce rythme-là, et ça va être intéressant. Et moi, ce que j'adore dans Rogue One, c'est qu'ils avaient ce côté très humain de la rébellion, qui est vraiment repris dans Andor. Au fait, ce qui est intéressant dans Andor, c'est pas l'action, c'est pas l'espionnage, c'est pas le côté thriller et tout, c'est l'humain. Il se concentre vraiment sur l'humain. Je vais vous donner un exemple qui est au tout début de l'épisode 1. Grosso modo, il y a une employée qui décide de trahir et aider Cassian Andor. Mais ce qui se passe, c'est que tu vois cette employée avoir peur. Tu la vois ne pas pouvoir dormir à cause de ça. Et en même temps, tu la vois interagir avec d'autres employés de l'Empire, je précise, parce qu'ils sont dans l'Empire. Vous le voyez, Cassian est habillé avec les vêtements de l'Empire, mais tu les vois rigoler. Tu vois qu'il y a une sorte de sororité. D'ailleurs, cette femme-là fait une blague sur le fait que l'employé flirte avec Cassian, parce que c'est ça leur couverture en théorie. Donc, il y a quelque chose qui se crée par rapport à ça. Il y a plein d'autres éléments, comme de l'alcool aussi, qui va être beaucoup mis en avant par rapport à cette saison, qui sera intéressant, parce que justement, l'important, c'est l'humain.
c'est ça qui est au cœur de vraiment cette série, de cette œuvre, de la rébellion. Ils humanisent même les gens qui bossent pour l'Empire. Alors là, certes, c'est une traître et tout pour l'Empire, et elle aide la rébellion, mais ils humanisent ces gens-là. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que ces gens-là, c'est des gens normaux qui font leur travail. La majorité ne sont pas des fascistes horribles de l'Empire. Ce sont juste des gens qui ont besoin d'un travail. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Cassian va la soutenir, va lui dire, écoute, ce que tu fais là, c'est difficile, je comprends que tu te sens coupable, mais ça vaut le coup. Et ça, c'est l'étincelle de la rébellion qui sera symbolisée dans toute l'œuvre. Du coup, quand on sait que cette petite scène-là, pour moi, ça représente parfaitement ce que symbolise cette œuvre et ce que devrait symboliser Star Wars, d'après moi, en réalité. Et c'est ça qui revient souvent. C'est la thématique de la rébellion de tous les points de vue. Tout le monde peut être un rebelle, un révolutionnaire, que ce soit des fermiers, que ce soit des hommes politiques, comme on le voit ici, que ce soit des soldats. Tout le monde peut l'être. Et c'est justement ça qui est fort, c'est qu'on va explorer, encore une fois, ces différentes planètes, ces différents mondes. Et quand je parle de monde, c'est pas que les planètes, mais les mondes dans lesquels vivent ces gens-là. Que ce soit des fermiers, par exemple. Qu'est-ce que ça symbolise pour eux de vivre sous une dictature, tel un empire ou le fascisme? Et c'est ça qui va être fort, c'est qu'un peu à la manière de Game of Thrones, on va explorer différentes intrigues via différents personnages sur différentes planètes qui vont s'entrecroiser à différents moments, évidemment, et surtout les méchants. Alors, on a évidemment Ben Mendelsohn qui est de retour en Krennic, qui était aussi dans Rogue One, pour le coup. Et ce qui est fort, c'est que chez les méchants, qu'on va aussi humaniser, mine de rien, sans forcément les pardonner, ce qui est vraiment intéressant et divertissant, on a cette esthétique qui est évidemment très froide, blanche, de l'Empire, que je trouve intéressante, et en même temps liée à cette thématique vraiment antifasciste, qui est vraiment le cœur de l'œuvre, encore une fois, sans oublier les personnages. C'est que oui, c'est des sujets sérieux, des thématiques sérieuses, mais on se rappelle toujours de pourquoi on fait ça. C'est pour eux, c'est pour ces personnages-là, pour leur liberté, pour leurs émotions, pour leurs sentiments, parce qu'ils n'oublient pas la chose la plus importante dans le monde, entre guillemets, c'est que beaucoup d'œuvres, il faut le comprendre, elles oublient quand elles parlent de révolution, d'antifascisme, pourquoi on fait ça? Parce que la liberté, c'est facile, mais elles oublient les éléments les plus humains. Et Andor s'en rappelle, Andor, ce qui intéresse la série, en tout cas, c'est l'amour. C'est des choses aussi simples que ça. Pourquoi est-ce que tu veux la liberté contre le fascisme de l'Empire? Pour l'amour. Pour préserver l'amour, pour le préserver, le vivre de la manière la plus belle possible. Et j'adore du coup l'approche de Andor de manière générale par rapport à ça, mais aussi, je veux dire, l'esthétique. Il y a plein de scènes différentes, de nuit par exemple, dans des grands bals avec plein de figurants, avec une belle photo, je trouve de manière générale. À la ferme, c'est vrai qu'on voit un petit peu les fonds verts. Bon, c'est un peu distrayant, mais c'est pas la fin du monde, c'est mieux que ce putain de volume. Et s'ils ont utilisé le volume, ce qui m'étonnerait parce que c'est pas toujours très très rond, bon, ça rend pas trop mal. Mais c'est vrai que là, on voit que c'est un horrible fond vert, ce qui est pas terrible, je trouve. Mais il y a pas mal d'idées de mise en scène, il y a quelques plans séquences assez intéressants, j'en parlerai surtout en spoiler. Bon, il y a quelques idées. Ça reste en termes de mise en scène assez plan-plan de manière générale, mais bon, c'est une série télé, je vais jamais critiquer une série télé pour ne pas avoir de la mise en scène, c'est une série, c'est pas un film, même s'il y a quand même quelques scènes intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est quand même les planètes ont de la texture. Les décors sont vraiment bien faits, il y a un vrai relief, je trouve, dans tout ce qu'on voit, sauf encore une fois la ferme qui est pas terrible, je trouve, mais le mixage son, les effets spéciaux, c'est bizarre de voir des effets spéciaux de qualité chez Disney. Vous vous rappelez, à l'époque, lorsqu'ils avaient lancé les séries Marvel, il y avait de la qualité en termes d'effets spéciaux, mais depuis, on n'a quasiment pas vu ça. Les séries Star Wars, globalement, en termes d'effets spéciaux, en termes de technique, c'est laid. C'est vraiment moche. C'est pas, en tout cas, c'est pas terrible. Andor, niveau d'un film. Honnêtement, hein, c'est comme un film. C'est pour ça que ça coûtait presque 600 millions. C'est tout à fait compréhensible. Et c'est techniquement assez génial. Et en termes d'acting, on n'a pas vu beaucoup pour l'instant. La majorité de l'acting des personnages se fait par rapport à leur réaction, à des informations assez difficiles, on va dire, à accepter. Mais bon, je pense que dans les prochains épisodes, on va se prendre une claque en termes d'acting. Et j'imagine que les acteurs, dont Diego Luna, mais plein d'autres, seront nommés à des récompenses genre Emmy Award, ça m'étonnerait pas du tout. Andor est quand même la preuve, de manière assez triste et pour conclure, qu'en fait Disney peuvent faire de belles choses avec la licence Star Wars. S'ils donnent Star Wars à des gens qui sont intrigués, intéressés par l'univers d'une manière intelligente, en voulant raconter de bonnes histoires, eh bien c'est vachement bien. Et Andor, pour le coup, c'est vachement bien. On n'a que 3 épisodes pour l'instant, c'est le début, mais ça se lance très bien. On sait que ça va aller dans des directions qui vont être, je pense, assez difficiles pour les personnages, mais c'est un vrai plaisir de voir de nouveau ces personnages, ces intrigues.
Techniquement, c'est génial et c'est pour moi, encore une fois, ce que George Lucas aurait voulu voir avec Star Wars dans sa vie après avoir vendu du coup la licence à Disney. C'est comme ça que j'imagine le Star Wars de Lucas, c'est comme ça que j'imagine son essence, l'origine de la saga à la base, la trilogie originale, et c'est ce qu'on aime dans Star Wars, c'est ses intrigues, ses histoires, et c'est ça, Star Wars pour adultes, disons les choses, pour personnes qui aiment les choses de qualité et qui sont pas contentées de quelques caméos, sabre laser à la con. Là, il y a de la substance, il y a des choses profondes, intelligente, bien foutue. Et oui, c'est vachement bien Andor. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, matez-vous Andor saison 1, matez le début et vous allez adorer. C'est vraiment ce qu'on aime en termes de séries politiques, d'espionnage, thriller. C'est top, rien à dire. Andor, ça reste le haut du panier et je pense qu'on le verra, hein, mais ça sera l'une des meilleures séries de l'année. Il reste encore quand même 9 épisodes et j'ai hâte de les critiquer chaque semaine parce que c'est pour l'instant vraiment excellent et on va en prendre plein la gueule, je le pense vraiment. Maintenant, on va passer en spoiler. Le fait de commencer Andor saison 2 avec Cassian en tenue de l'Empire n'est pas un twist en mode on pense qu'il a rejoint l'Empire, on sait que c'est pas vrai. Mais c'est surtout l'idée que maintenant ces gens-là, ces rebelles, sont tellement radicalisés qu'ils sont prêts à utiliser les méthodes et les armes de l'Empire. Et il ne faudra pas qu'ils se perdent dans cette radicalisation. Là, en utilisant ce qu'ils ont par rapport à l'Empire, peut vraiment les radicaliser du mauvais côté et les faire aller un peu trop loin. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le côté vraiment pas prêt, je trouve, de Cassian par rapport au vaisseau. C'est le voir essayer de manière méthodique et avec beaucoup d'incompréhension piloter ce vaisseau. Il y a un côté très amateur à la chose, manque de préparation, manque de ressources, et il y a un côté un peu très peu glamour à la scène en question, avec le vaisseau qui se trimballe à droite à gauche. Je trouve que ça montre une approche un peu différente par rapport à l'utilisation de l'Empire et les armes et les ressources qu'ils ont, qui sont extrêmement fortes et puissantes. Même des gens qui s'y connaissent pas peuvent les piloter, et c'est pour ça qu'ils ont un énorme avantage, mais en même temps, ça montre un peu à quel point des gens comme Cassian ne sont pas prêts face à la menace. Ils ont complètement changé leur système et il faut rentrer dans ce système-là pour le comprendre, pour en faire partie, et il y a des nouveaux codes. Et c'est comme ça qu'ils formatent un peu les gens. C'est aussi par une manière de piloter qui est complètement différente et je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, voir quelqu'un galérer comme ça avec un vaisseau, le trimballer à droite à gauche, c'est assez satisfaisant, assez drôle. Et même si tu connais le sort de Cassian, je trouve que tu es investi dans la scène d'action par rapport à l'originalité du concept de base de ce mec qui sait pas vraiment piloter ce qu'il pilote en question. Mais ce qui est fort pour moi, c'est la manière dont il y a une énorme perte de temps par rapport à ces amateurs qui vont piéger Cassian. Tu dis pourquoi un mec comme lui, qui est quand même un rebelle compétent, se fait piéger par des gens qui sont un peu des losers, disons les choses, pas très compétents. On ne sait pas trop ce qu'ils foutent là au début. Il y a un délire un peu Sa Majesté des Mouches, vous savez, où ils vont faire une sorte de société sur une sorte d'île, entre guillemets, mais là c'est une forêt, c'est une nouvelle planète. Il y a un côté aussi humour, où ils font des blagues, ils sont pas très bons et ça les dédramatise complètement et tu vois que c'est un peu des nuls, hein, disons les choses. Donc c'est aussi ça, la rébellion, ça peut être des nuls comme ça qui vont complètement ralentir quelqu'un de compétent et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la manière dont lui, peu importe qui est face à Cassian, va essayer de s'en sortir. Donc il va essayer de survivre par rapport à l'eau de la pluie, ça c'est intéressant. Il va aussi refuser de perdre du temps parce qu'il est impuissant par rapport à ce qui se passe et dès qu'il a l'occasion de s'en aller, il s'en va, il s'en fout de leurs histoires, c'est pas son problème, il s'en branle. Et moi, ce que je trouve pertinent par rapport à ces gens-là, c'est que justement, eux sont dans la même équipe. Ils sont censés être ensemble, mais ils sont quand même divisés en deux, littéralement, alors qu'ils sont censés être alliés. Ça, c'est le symbole de la rébellion de manière générale. Il y a des rebelles qui sont contre l'Empire, mais ils préfèrent se chamailler entre eux plutôt que faire équipe et enfin proprement s'occuper de l'Empire. Et ça, c'est le symbole. Ils avaient un ennemi en commun. C'était Cassian. Ils se sont quand même divisés. Ils se sont quand même fait du mal, alors que Cassian a pu s'en aller, tuer ces gens-là, prendre le vaisseau et partir. Et il avait aucune pitié, quoi. Il a dit, j'ai pas que ça à faire, j'ai des gens vraiment à sauver. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et fort. Cassian a une motivation. C'est évidemment arriver ici, rejoindre les gens qu'il aime, son peuple, entre guillemets. Et ce qui est fort par rapport à ça, c'est qu'on voit du coup une Bix qui est encore traumatisée par ce qui s'est passé dans la première saison. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous ensemble, physiquement de une. Ils vont tous s'entraider. Ils se lèvent tous pour son mauvais rêve. C'est ça qui est bien. Ils sont vraiment tendus par rapport à ce qui peut se passer parce que là, c'est un mauvais rêve, mais en théorie, ça pourrait être quelqu'un qui rentre chez eux, ça pourrait être l'Empire ou des choses comme ça. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ils vivent leur vie de fermier tout en étant des rebelles et ils se sentent un peu presque coupables de ne pas avoir la vie qu'ils peuvent avoir. S'ils étaient, on va dire, en train d'écouter l'Empire et tout ce que l'Empire leur dit de faire, leur vie serait plus simple et meilleure et avec moins de danger.
Mais ce qui est fort ici, c'est qu'ils décident quand même de se rebeller alors qu'ils ont tout à perdre, entre guillemets. Et cette menace qui vient du ciel vient gâcher la vie paisible, entre guillemets, de fermiers. Ça symbolise que même les fermiers ne sont pas à l'abri de cette autorité fasciste qui vient faire une sorte d'audit. Et c'est là qu'ils ont besoin de Cassian, parce que sans Cassian, ils ne peuvent pas avancer, leur plan ne peut pas fonctionner, et c'est, d'après eux et d'après tout le monde, assez dangereux. Donc c'est là que la vie tranquille se fait anéantir par ce fascisme. Il y a des gens qui deviennent de plus en plus inquiets tellement que tu te dis qu'ils vont trahir la rébellion parce qu'ils se disent qu'on n'en peut plus, quoi. L'Empire met tellement de pression sur nous qu'on peut plus, et peut-être ce sera plus simple de ne pas être un rebelle et juste de l'accepter. Mais eux refusent, ils se battent tout de même, c'est ça leur grande force aussi, je trouve, dans cette œuvre, et c'est ça qui est vraiment pertinent et intéressant. Et ils ont ajouté un truc que je trouve assez nouveau par rapport à Star Wars, c'est la menace de cet officier qui vient juste, en théorie, faire un audit normal. Il vient vérifier les visas, il vient vérifier les ressources, bon, quelque chose de classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'abus de pouvoir. En théorie, il n'est pas censé vouloir violer une femme. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il utilise le terme violer dans Star Wars, je crois, pour la première fois. Il n'est pas censé faire ça. Mais il abuse de son pouvoir, il en profite parce qu'il sait qu'il n'y aura aucune répercussion. Et c'est ça le danger du fascisme, c'est qu'ils vont utiliser des excuses comme les visas pour faire du chantage émotionnel et avoir en échange voilà, des plaisirs sexuels via un viol, mais surtout qu'ils vont tout utiliser pour avoir des moments d'agression, pour le coup, sexuelle. Et c'est ça qui est évité. Pourquoi est-ce que c'est évité? Parce que les gens refusent. Les gens se rebellent par rapport à ça, littéralement. Ils refusent que leur famille, ces gens-là, soient vraiment victimes de cet empire. Quitte à mourir et se sacrifier, ils préfèrent se sacrifier qu'abandonner leurs idées, leur morale et leur famille. Et c'est ça la grande force, je pense, de ces fermiers et la rébellion de manière générale, c'est qu'elle est prête à mourir, elle est prête à littéralement se sacrifier. Et d'ailleurs, c'est une scène touchante où ce personnage-là meurt au final pour sauver sa famille, parce que c'est plus important pour eux. L'idée globale de la révolution, de la révolte, est de préserver, entre guillemets, je dirais pas forcément l'innocence, mais la bonté des gens qui auraient été gâchés peut-être par un viol ou une agression de ce type. Ils préfèrent mourir qu'avoir ça. Et ça, c'est fort, ça, c'est touchant, je trouve. Et en même temps, quand t'as Cassian qui rentre, il y a un truc qui est, d'après moi, assez fort aussi, parce que c'est pas la bonne chose à faire d'un point de vue rationnel. C'est pas le plan. Mais il le fait quand même. Et c'est là la grande séparation entre l'empire rationnel, froid, sans émotion, et la rébellion. C'est que la rébellion va faire des bêtises stratégiques, mais pour la bonne chose morale à faire. Et c'est là que ça va être fort, c'est là que ça va être pertinent, et c'est là que ça va être dangereux, parce que cette émotion peut aussi les radicaliser. Le fait de perdre constamment des gens, ça peut les radicaliser, et ça peut les faire chuter dans leur rébellion. Donc c'est ça que je trouve assez touchant, c'est que ces gens-là vont sacrifier leur plan pour sauver potentiellement quelqu'un, et ils vont se sacrifier jusqu'au bout, comme on le voit dans cette scène. Et il faut donc parler de l'Empire, avec Krennic qui fait son grand retour dans la saga Star Wars. Voilà, Ben Mendelsohn, un acteur que j'adore, mais ce qui est bien, c'est que là, il est en train d'organiser avec différents officiers, lieutenants, peu importe, des militaires, les leaders de la mission. Il choisit cette femme qu'on a suivie durant la première saison, et c'est ça qui va être fort, c'est que la propagande qu'il fait, lui, par rapport à ce peuple, est hyper utile. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre dans la tête de ces gens-là quelque chose de hyper intéressant. C'est-à-dire que, ok, regardez cette planète, ils ont des ressources dont on a besoin. Regardez ce petit message de propagande presque, touristique pour la planète. On a besoin de ça. On a besoin de gâcher ce mode de vie, ce style de vie. Et ce qui est fort, c'est qu'ils sont complètement en train de déshumaniser la planète. Et en même temps, il y a un combat, il y a une rivalité par rapport à qui sera le maître de cette destruction. Et c'est cette femme justement qui a été choisie, mais ce que je trouve fort, c'est les regards autour de la table. Il y a un côté où ils sont, surtout elles, divisées par rapport à leurs ambitions professionnelles et leurs envies personnelles. Elle n'a pas envie de faire ce qu'elle fait là. Pas parce qu'elle veut sauver la planète, non, c'est juste que c'est pas son ambition personnelle. Mais son devoir et le bourrage de crâne qu'elle a subi d'un point de vue professionnel, presque corporate, l'oblige presque à le faire. Du coup, c'est ça qui est fort, c'est que le travail que fait l'Empire dans ces moments-là, c'est de déshumaniser, de bourrer le crâne de ces gens et de les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire en réalité. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et ils vivent dans des mondes qui sont extrêmement froids, comme on le voit ici, hein, c'est toujours, ils sont habillés en blanc, tout est blanc, ils utilisent le terme de Axis, d'ailleurs, voilà, allié Axis, Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de moments comme ça où elle se sent prisonnière de sa hiérarchie, et ils en parlent. Mais ils font rien. Ils sont victimes de ce qu'ils font et de leur travail, mais en même temps, c'est aussi les bourreaux de leur mission. Donc ils vont quand même le faire,
mais ils n'ont pas envie de le faire. C'est ça qui est intéressant, je trouve, par rapport à ce personnage-là, parce qu'on les humanise un petit peu par rapport à des émotions humaines, par rapport au travail, comment ils sont aliénés par l'Empire, et en même temps, bah, tu les détestes, à juste titre, mais ils ont ce brin d'humanité qui est intéressant. On le voit avec la musique classique, il y a cette scène-là où lui, énorme loser pour le coup, va être lui aussi détruit par la machine, et t'as l'impression qu'il a une vie de merde où il se fait oppresser par tout le monde, et elle écoute de la musique classique et domine le monde. Donc il y a cette opposition entre le monde du travail des deux, et en même temps, elle, qui au fait apprécie l'art, apprécie la culture. Du coup, il y a un truc qui est vraiment humain par rapport à ça, et t'as l'impression qu'ils s'aiment réellement, ces deux personnages-là. D'ailleurs, ils se battent pour le contrôle de cet homme. Enfin, elle et la mère de cet homme, il y a un combat entre ces deux matriarches de la famille, t'as l'impression, parce qu'au fait, lui, il est tellement victime de ce système-là, il est contrôlé par le système en question aussi, dans son cercle familial. C'est une victime de plusieurs systèmes où il est juste extrêmement faible. Et je pense que lui va avoir le droit à l'une de ces, on va dire, rébellions ou pétage de crâne, parce que rébellion n'est pas le terme le plus approprié dans ce cas-là, où il va juste faire une dinguerie, je pense honnêtement, ou alors il sera jusqu'au bout victime, il va mourir en tant que victime aussi, parce que je pense qu'il sera tout de même puni. Mais j'ai envie de vous dire un truc, il faut tuer cette femme, elle est insupportable, elle est casse-couille, je la déteste, mais c'est ça qui est fort, c'est que, putain, elle est chiante avec son fils, mais son fils, c'est un nazi quand même. Mais elle aussi, c'est une nazie, en réalité. Mais je déteste quand même cette meuf-là, presque en priorité. C'est ça qui est fort, c'est qu'ils te font ressentir des trucs comme ça, par rapport à un homme qui n'est que possession, et ces deux femmes qui se battent pour lui, pour des raisons totalement égoïstes. Donc je trouve que l'intrigue de ce personnage-là, de cette femme-là détestable, c'est quand même fort de me faire détester cette femme-là plus que les nazis, et lui, qui est aussi une sorte de nazi, bah fatalement tu les aimes un petit peu d'un point de vue narratif. T'aimes bien les suivre et c'est pas des gens, chaque fois que tu les vois, tu les détestes. Ils méritent de mourir entre guillemets par rapport à ce qu'ils font en théorie d'un point de vue narratif. Encore une fois, dans les œuvres on tue des gens comme ça, même s'ils devraient être jugés en théorie, mais dans les œuvres en général on les tue. Mais c'est des intrigues que je trouve intéressantes, vraiment bien foutues et super divertissante. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que mon intrigue préférée de ces 3 épisodes-là soit l'intrigue avec Mon Mothma. C'est pas facile à dire, pour le coup, j'ai fait attention. C'est une sorte de couvent, t'as l'impression, où il y a des riches qui viennent, des hommes politiques dans ce magnifique endroit, plein de verdure, dans les montagnes, loin de tout, pour une cérémonie spéciale. Du coup, il y a vraiment ce truc un peu rallye, presque sectaire, tu sais, des méga riches qui sont là, des politiques, dans leur petit coin de paradis pour faire un peu leur délire. Et c'est ça que je trouve vraiment fort par rapport à ça, c'est les différents débats qu'ils ont sur place. Ils ont ce petit débat par rapport à ce vaisseau qui prend 2 places au lieu d'une, et c'est le symbole de ces mini-embrouilles qui vont arriver à ébullition, et le symbole de ces gens qui se permettent plus que prévu, parce que justement, ils sont proches du pouvoir, ce sont des politiciens, et ils se permettent des choses que le peuple ne pourrait pas se permettre, et même entre eux, il y a des véritables embrouilles qui peuvent être problématiques. Du coup, il faut gérer ces mini-conflits pour t'en sortir. Et en tant que politicien, c'est ton travail de faire du lobbying, de faire du networking, de faire toutes ces choses-là, et de décider entre vous ce qui est la meilleure chose à faire. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que quand même une femme qui est dans la rébellion. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui va être dur à gérer, et c'est ça qu'elle doit faire, c'est gérer ses embrouilles, et en même temps, elle, via ce plan séquence qui est d'ailleurs assez réussi, par rapport à sa routine, par rapport aux gens qu'il croise, elle doit garder la tête froide, elle doit cacher ses intentions, en même temps parler de ses intentions aux gens qui sont pertinents par rapport à ce qu'elle veut faire. Et on le voit, hein, Luther, interprété par Skarsgård ici, est génial parce qu'il manigance toujours, il est toujours dans cette aura, on va dire, très positive, il est charismatique. En même temps, il demande des infos. Tu vois qu'il fouille, tu vois qu'il utilise chaque opportunité politique pour faire avancer sa cause. Donc il y a des manigances, il y a des trahisons qui se préparent. Il y a même une sorte de divorce à un moment dans l'œuvre qui va être utilisé par la suite pour la rébellion potentiellement. Et tu sais pas qui sera un agent double, tu sais pas vers quoi vont mener ces conspirations. Au final, il y a plein de questions qui se posent sur ces petits jeux, sur ces petites phrases, sur ces petites interactions, sur ces petits regards qui sont vachement bien. Et il n'oublie jamais, au fait, pourquoi ils sont là. Ils sont là pour un mariage. Ils n'oublient pas l'amour en question. Cette jeune fille qui a peur d'être rejetée, alors qu'à la base, c'est quand même un mariage forcé politique, en théorie. Et ils prennent du temps sur l'amour au final, même si c'est un amour, entre guillemets, forcé. Ils utilisent l'humanité de ces personnages-là pour nous parler de choses sérieuses, même dans des situations qui sont peut-être un peu difficiles et complexes pour certains personnages. Et c'est ça qui est bien. Donc il y a un vrai travail de mise en scène aussi, je trouve, par rapport au fait que c'est des politiciens et en même temps des rebelles. Du coup, le son est important, les regards sont importants. Dans cette scène-là, par exemple, il y a plusieurs intrigues qui ont lieu au même endroit, mais ils se regardent, ils s'écoutent. Du coup, c'est ça qui est, je pense, important dans l'œuvre, c'est voir comment ces gens-là essaient de dire des choses
pertinente pour la rébellion, pour la politique, sans que les autres le remarquent. Et il y a tout ce jeu-là politique qui est vachement bien, je trouve, et vraiment fascinant. Et chaque petit détail, je pense, va être important, sans oublier encore une fois que les histoires de cœur sont importantes dans la politique, dans la manipulation, parce que ces histoires de cœur-là, elles sont politiques. Et tous ces moments-là, que ce soit la randonnée ici, qui est dans un magnifique paysage, c'est du blabla politique avec des ambitions de rébellion. Ils sont là pour manipuler le reste de l'avenir de la galaxie, entre guillemets. C'est ça qui est fort. Et c'est ces petites discussions-là qui créent le doute. Et c'est ça qui est fort, cette séquence-là, avec la réaction de Mon Mothma que j'ai beaucoup aimé, c'est que cet homme-là commence à douter et elle se rend compte de ce qui se passe. Et lui dit un truc que je trouve hyper intelligent dans l'œuvre et qui malheureusement est un peu trop vrai, c'est que ces investissements ont perdu énormément de leur valeur par rapport aux actions de la rébellion. Donc lui, il est en train de réfléchir à se ranger du côté du fascisme, entre guillemets, afin de préserver son capital. C'est ça, la réalité. Et ça, c'est un truc qui, malheureusement, arrive beaucoup dans la vraie vie. Donc elle est clairement inquiète de ce qui se passe. Elle voit qu'elle n'a pas réussi à gérer la situation, parce qu'en plus, elle a été contactée par ce mec-là avant, elle n'a pas répondu à temps, et le mec voulait pas intervenir au mariage. Du coup, elle a mal géré ce qui se passe. Elle est à la fois choquée de la réaction, elle le dit elle-même, de cet homme-là par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comment il gère ça et les lacunes de ce personnage-là qui sont pas du tout parfaits. Et ça, pour elle, c'est le début de la fin. Elle l'imagine comme ça, en théorie. Parce que même si on a ce beau mariage, ce rituel par rapport à cet ancien objet de la culture de 25 000 ans, ce qui est assez intéressant comme terme, 25 000 ans, parce que 25 000 ans, c'est le projet Star Wars de James Mangold qui doit se passer du coup 25 000 ans avant l'épisode 4. Du coup, c'est pas pour rien qu'ils ont utilisé ce terme. Et je pense qu'on reverra ces trucs-là dans Star Wars. Mais ce qui est pour moi vraiment fort, c'est qu'ils prennent cet endroit-là comme un endroit de culture avec énormément de temps, de création, de rituels qui ont eu lieu ici. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Un massacre. C'est ça la réalité. On sait qu'il va se passer un énorme massacre ici. On ne sait pas encore comment, pourquoi exactement, même si on comprend que c'est par rapport à l'Empire qui veut des ressources et tout, mais on sait que ça vient. Et c'est pour ça que profiter de ce mariage-là, de cette poésie, de ce rituel, c'est important, parce que c'est peut-être le dernier moment de bonté, d'amour, avant ce qui va se passer. Et je trouve que le fait de prendre du temps sur ça, c'est essentiel, parce que ce qui arrive. Je connais pas la suite, j'ai pas vu la série comme beaucoup de personnes en ligne, parce qu'il y a des gens qui ont vu la série en entier, des reviewers professionnels et des journalistes, je l'ai pas vu. Donc je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais vu comment c'est prévu, je m'attends à un massacre, un véritable massacre pour le coup. Le terme génocide est peut-être un peu fort, mais je pense que le peuple de cette planète va se faire éradiquer. Donc là, génocide, ça serait peut-être approprié, mais à voir exactement, parce que c'est des gens qui viennent de plusieurs pays, des choses comme ça, bref, peu importe, vous avez compris. Donc le fait d'annuler le mariage, elle le fait parce qu'elle n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que son passé par rapport à sa mère, qui était bourrée. D'ailleurs, sa fille lui dit « Ah, j'aimerais bien que tu sois comme ta mère, bourrée aussi. » Parce qu'en fait, elle veut une sorte d'échappatoire. Elle veut se dire « Ok, c'est peut-être le moment de partir de une, et c'est peut-être pas le moment de faire ça maintenant parce que ça serait te lier à quelqu'un qui va peut-être me trahir. Et c'est hyper compliqué par rapport à ça. Du coup, le mariage est plus que politique. Elle a envie de l'abandonner et elle peut pas. Du coup, elle fait la même erreur que sa mère. Elle est bourrée et elle profite de ce dernier moment parce qu'elle sait que ça vient. Et j'ai trouvé ça assez beau, assez touchant, et j'ai trouvé ça réussi, et j'ai trop hâte de voir la suite, pour le coup. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 épisodes. Les avez-vous adorés ou détestés? J'ai envie d'avoir votre avis. Il se passe beaucoup de choses, mine de rien. On va en parler chaque semaine. Ça a l'air bien, je pense qu'on va bien s'éclater, je pense que ça va être vraiment mortel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour voir plus de TikTok, de Reels ou même des live Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.